the overhead lockers or under your seat and fasten your seatbelt. If we do have to evacuate, you must leave all items behind to prevent blocking the exits. Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode d'Histoire d'avion. Aujourd'hui, on inverse un peu les rôles. D'habitude, je suis derrière la caméra, c'est moi qui produis les épisodes pour Histoire d'avion. Et on a notre très cher Fred voilà, qui passe. merci. Je suis pas à l'aise du tout, mais enfin bon, ça va aller. Avec. Il va passer aujourd'hui sur la chaise de l'invité. Il y a quelques temps, on vous a demandé de poser vos questions sur Instagram. On a reçu pas mal de questions d'ailleurs, merci beaucoup. Vraiment, ouais, merci. La classe. On en a sélectionné une partie et puis du coup, on va les poser à Fred et il va nous répondre au mieux. Donc voilà, on est parti. Comment ça va pour commencer, Fred, aujourd'hui? Bah écoute, j'ai pas tellement l'habitude d'être de ce côté. Ça me fait même bizarre de mener un interview, enfin que tu mènes un interview à ma place. Donc bah écoute, pourquoi pas? Ça me fait plaisir de faire vraiment ça avec toi. Et puis, feu, on va commencer. On est parti? Ok, super. Alors moi, j'ai pas vu les questions. Donc On précise. On précise. Donc Aucune préparation. Comme d'habitude, on y va un peu. Voilà. Ok, très bien. Donc on va commencer avec une question, des questions assez générales. On va essayer aussi de débunker certaines choses pour que vous ayez un maximum d'informations. Si vous êtes intéressé à l'aviation, si vous voulez devenir pilote ou quoi que ce soit d'autre, ça va être vraiment intéressant pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça nous aide beaucoup comme vous le savez. Allez, on est parti. Première question. Quelles sont les manières les plus conventionnelles pour devenir pilote en Suisse? Alors le gros problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de manière conventionnelle de devenir pilote. Ok. Voilà, donc ça commence déjà bien. On a en fait en Suisse et en Europe de manière générale, il y a énormément de filières pour pouvoir devenir pilote, que ce soit pilote militaire ou pilote civil du reste. Pilote d'hélicoptère, d'ailleurs on a super vidéo avec Steve Feutz qui est pilote d'hélicoptère. Je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est hyper quali, c'est une super vidéo. Donc lui c'est plutôt tourné sur l'hélico, mais dans les grandes lignes on est quand même à peu près similaire. Donc en Suisse, déjà la grande majorité des pilotes de ligne en Suisse partent à l'étranger pour pouvoir faire leur licence. Ah d'accord. Ben oui. Donc en Suisse, on est relativement pauvre dans cette filière-là. Bon, il faut aussi dire qu'on est un pays qui est extrêmement petit, hein, donc relativement compliqué quand même à faire. Quand même, on a des écoles qui font ça très bien. Maintenant, la plupart des pilotes partent aux États-Unis et au Canada pour pouvoir faire leur licence à moins cher. Parce que en Suisse, on est à minima, il faut compter à peu près 100 000 francs. Ah ouais, quand même. Donc aujourd'hui, le cours du franc et de l'euro, c'est quasiment au même, donc c'est à peu près 100 000 francs ou 100 000 euros. Au Canada, on divise quasiment la facture par deux. Donc c'est pas négligeable non plus. Il y a des prêts qui sont plus facilement, étonnamment, par des banques suisses, mais ou par des entités suisses qui prêtent plus favorablement pour des écoles au Canada. Voilà. Donc ou aux États-Unis. Donc c'est quelque chose d'assez parlant quand même au niveau de la filiale des pilotes civils, encore une fois. En ce qui concerne le militaire, alors là c'est complètement autre chose parce que c'est l'armée qui s'en occupe via leurs internes et en partie du recrutement par le programme Sphère. On y reviendra peut-être après, mais le programme Sphère qui est une entité de recrutement pour du futur talent en deux mots, mais qui permet de pouvoir avoir des pilotes au sein de l'armée et dans le civil aussi. Ça peut se faire dans un sens et dans l'autre. Maintenant, voilà, la grande majorité des pilotes en Suisse, ils font leur licence de pilote privé. Donc la licence de pilote privé, ça se fait relativement tôt. Même avant la majorité, on peut déjà avoir une licence de pilote privé, ce qui est assez dingue. Ah, c'est fou, ouais. Donc on peut piloter un avion avant de savoir conduire une voiture, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est de manière européenne, c'est pas. Et puis aux États-Unis, c'est même plus tôt. Ils ont vraiment, je crois qu'à partir de 14 ans, ils peuvent être aux commandes d'un avion.
Vélomoteur et avion. Vélomoteur et avion, voilà. Je sais pas s'ils ont des vélomoteurs aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Au Canada aussi, c'est très tôt. Il y a des zones au Canada où, à 14 ans, au lieu d'avoir une voiture, ils ont un avion qui peut se poser sur l'eau, un hydravion, parce que le réseau routier est très peu développé. Et puis, il y a des zones où il y a énormément de lacs et de surfaces d'eau qui tapissent le Canada. Et puis, pour aller chez des copains, pour aller à l'école, pour aller à gauche et à droite, ils ont leur hydravion et ça se fait très bien. Incroyable. Donc voilà, pour la Suisse, c'est la licence de pilote privé en général qui est prévue. Donc on est sur de l'avion léger. Et puis ensuite, généralement, après, les choses se font de manière un peu plus poussée. Une fois qu'ils ont la licence de pilote privé, ils peuvent faire une licence où ils peuvent être rémunérés après, derrière. Ouais. Et puis ensuite, ils passent par les programmes de Swiss Lufthansa, en général, pour la Suisse. Alors après, ça peut être d'autres compagnies, mais la grande majorité, c'est plutôt Swiss Lufthansa, qui sont du même groupe, c'est la Star Alliance. Lufthansa qui est propriétaire d'un énorme lot de compagnies, je ne sais plus, il doit y avoir 56, un truc comme ça. C'est énorme. Ouais. Donc eux, ils ont un programme de formation qui est gigantesque, puisqu'ils ont un énorme de compagnies et qui se permettent de former à peu près tout le monde. Donc voilà, globalement, on passe du petit avion, on va sur de la ligne après. Donc c'est la TPL, c'est l'attestation pour le transport de passagers. Et puis on passe toutes les licences du petit avion jusqu'à l'avion de ligne pour arriver jusqu'à là. Donc ça, c'est un peu le programme. En quelques mots, on pourra peut-être faire une vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Mais en quelques mots, c'est comme ça que ça se passe. Ok, super. Et puis là, si aujourd'hui je décide de devenir pilote de ligne, en combien de temps j'aurai besoin pour obtenir mes licences et puis voler concrètement? Alors ça va dépendre en fait déjà de où tu le fais, de nouveau. Mais globalement, la moyenne des pilotes de ligne, à partir du moment où ils ont leur ATPL, dès la majorité, on compte qu'il faut en 3 et 4 ans pour pouvoir tout faire, parce qu'il y a aussi le financement qui ralentit aussi passablement le temps. Mais en Suisse, on peut devenir pilote de ligne jusqu'à l'âge de 56 ans. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est le sourcé de Swiss Lufthansa justement. Donc tu as encore largement le temps, Julien. Parfait. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ces infos. J'adore ça en fait. C'est très bien. Tu vois, on va garder ce rôle-là en fait. Parfait. Tu nous as un petit peu parlé de Sphère. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails du coup pour ceux qui ne connaissent pas du tout Sphère? Alors le programme Sphère, c'est lié à l'armée suisse. Et puis ce programme-là, en fait, c'est un. Alors, il y a plusieurs branches, si tu veux, par rapport au programme Sphère, mais ça recrute. C'est un programme de recrutement de talent, grosso modo. D'accord. Et puis il y a deux branches principales du programme Sphère qui se split. Il y a les pilotes sur avion, donc principalement c'est du pilote militaire, et puis les parachutistes. Ouais, programme Sphère, ça prend aussi les parachutistes, et puis ça recrute avant le service militaire. De mémoire, je crois que c'est 14 ans, un truc comme ça. Ça remonte à. Ça peut aller assez jeune. Et puis, ils ont du psychotechnique, ils ont des tests d'anglais, ils ont de la formation. Ils volent sur des petits avions légers, je crois que c'est des Robins ou je ne sais plus quoi, c'est des petits avions. Qui n'avancent pas d'ailleurs, c'est pareil que c'est un peu. Mais c'est bien de voler avec des avions qui ont peu de puissance avant de passer sur des trucs comme des F-18, ce genre de choses-là. Et puis, in fine, à la fin du programme Sphère, donc il y a des sélections, chaque étape est éliminatoire, pardon, éliminatoire, c'est très bien, bravo Julien. Et puis à la fin, il y a une sélection pour les pilotes, pour les gars qui ont fait le programme Sphère et les demoiselles d'ailleurs, et qui veulent devenir pilote de jet. À toute fin, ils passent se recruter à l'armée pour faire les programmes Sphère. Ok, et là du coup on oublie l'histoire des 100 000 francs, on est d'accord? On oublie l'histoire des 100 000 francs. Ok, ouais. Ok, super. Donc l'armée, mais alors après, pour s'adresser à un public un peu plus large, de manière générale, et principalement aux Français qui regardent, parce qu'on sait qu'on a un pourcentage de Français qui est assez important sur la chaîne, les Français, eux, moi j'ai toujours la meilleure école reste l'armée, quoi qu'il arrive. L'armée c'est gratuit.
Il n'y a pas mieux pour passer des licences et pour devenir pilote, que ce soit du militaire ou du civil, de passer par l'armée. L'armée est un très bon formateur, que ce soit la Suisse ou la France. Il n'y a pas de frais. Ouais. Alors certes, il y a un temps minimal d'engagement après derrière, mais enfin, voilà. Et puis après, surtout l'armée française, ils ont un panel d'engins qui est largement plus important que ce qu'on a en Suisse. Parce que nous, en Suisse, grosso modo, on a deux types de jets de chasse principales. On a le F-35 et le F-18. Prochainement, prochainement le F-35, mais ça, c'est peut-être un autre débat, on pourra en parler. Voilà, moi, je suis assez favorable au F-35, mais on pourra en parler. Très bien. Donc voilà, maintenant, il y a ces deux types-là. On a le F-5 Tiger aussi, qui est encore en fonctionnement chez nous. Mais c'est plus pour très longtemps, parce que c'est quand même une machine des années 60. Donc c'est relativement ancien et ça a beaucoup volé en Suisse. Donc voilà, en termes d'avions militaires en Suisse, on a ces types-là. Et puis après, on a de l'hélico. Ok. Voilà, on a des Super Puma, on a des choses comme ça. La France, eux, ils ont un panel de machines, mais qui est infini. Ils ont, en termes d'avions militaires, ils en ont tout plein. Eux, ils ont de l'avion de transport aussi. Donc de la 400M, anciennement du Transal, des choses comme ça. Donc des gros avions qui permettent de transporter des charges importantes. Et ils ont un panel d'hélicos à en plus voir le bout aussi. Donc ils ont vraiment un truc, c'est énorme, quoi. Ok, Donc là, il y a énormément. Pour les Français, ils ont énormément de chance, quoi, parce qu'ils ont beaucoup plus de panels. possibilités, quoi. Puis après, ça permet d'un côté ou de l'autre de passer sur de la ligne après. Ok, super, très bien. On a une question ensuite d'un jeune, donc il est passionné d'aviation. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui s'il souhaite se lancer dans l'aviation? C'est quoi les steps? Moi, je dirais le plus important déjà, c'est déjà d'être très passionné, hein, parce que c'est une condition qui est ultra importante pour pouvoir aller là-dessus, parce que je pense que s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intérêt, et il en faut énormément. Hein, c'est un long chemin pour arriver là. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est pas forcément facile. Donc déjà, il faut de la passion. Après, il faut s'inscrire dans un aéroclub. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est primordial. Il y a un réseau d'aéroclubs en France et en Suisse qui sont très développés là-dessus. Et puis, déjà, la première chose, c'est demander une initiation au pilotage. 1 heure avec un instructeur. Et puis, peut-être un peu ressentir ce que ça donne. L'aptitude naturelle qu'on a à ça. Parce qu'il y a des gens qui ont un feeling énorme alors qu'ils n'ont jamais touché de machine. Et à contrario, il y en a d'autres qui sont peut-être moins indiqués pour ce métier-là. Ouais. Et puis ça permet aussi de pouvoir dialoguer avec un professionnel de l'aviation. Et puis ces gens dans les aéroclubs, il y en a beaucoup, qui sont soit anciens pilotes de ligne ou qui le sont encore, mais généralement ceux qui le sont encore n'ont pas beaucoup de temps. On retrouve beaucoup d'anciens de grandes compagnies qui, eux, peuvent après aiguiller pour la suite et puis déjà passer une petite licence, comme on le disait avant. Hein. Et puis voilà, puis moi, le meilleur conseil que je donne, c'est faites-le au Canada. Voilà, okay. C'est encore une fois, on y revient, hein, mais la qualité de formation par NAV Canada est juste extraordinaire. C'est, le Canada et les États-Unis sont les plus grandes fabriques de pilotes mondiales aujourd'hui. D'ailleurs, si on a des Québécois qui nous regardent, on les salue parce qu'on les aime beaucoup. Voilà, je suis un grand fan. Donc voilà, c'est une des plus grandes écoles. D'ailleurs, Steve Feutz, sur sa vidéo, le dit aussi. Hein. Ouais. Ils ont une façon qui est relativement différente de la façon européenne de pouvoir former des pilotes, puisque eux, c'est très direct. On passe très vite sur une machine, on vole très vite, on vole très tôt. Tandis que l'Europe est beaucoup plus conservatrice à ce niveau-là. Et puis c'est beaucoup de théorie avant. Il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup connaître. Après, on vole. Avec le Canada et les États-Unis, mais principalement le Canada, c'est beaucoup plus direct. On vole très vite. Et puis ça permet d'être aussi plus efficace. Donc c'est plus rapide et c'est moins cher. Donc c'est très bien. Et c'est reconnu par l'ensemble des compagnies mondiales aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en ayant une licence du Canada, on peut voler partout dans le monde, ce qui n'est pas le cas de certains pays. Ok, ouais.
je vois. Une licence de Corée du Nord, ça marche pas. Par exemple. Ah, c'était mes plans minces. Je suis désolé, Julien. Je sais, tu m'en as parlé en off. Voilà. Donc, Super, ok. Et puis, si on parle toujours de ce même jeune, est-ce que tu lui conseillerais de peut-être venir passer nous voir au Simu et puis prendre quelques sessions de vol avec ça, toi, c'est peut-être? hyper important. Si on ne peut pas se rapprocher plus du métier de pilote de ligne qu'en étant dans un simulateur comme le nôtre, ce qu'on a ici, ou d'un simulateur professionnel de manière générale. Mais bien sûr, alors nous, on est ouvert ici à tous les passionnés d'aviation, que ce soit des gens qui veulent se lancer d'ailleurs dans le professionnel ou non. Pour des gens aussi qui veulent peut-être un peu découvrir ce qui se passe dans un cockpit, comment on fait pour travailler, etc. Ça, c'est hyper important aussi. Donc, bien sûr, tout le monde est le bienvenu dans le simulateur et surtout les futurs pros qui ont envie de se donner une idée, bien sûr, Ouais, aucun problème. Ouais, on est d'accord qu'il n'y a pas d'âge limite pour venir ici, quoi. Tout le monde Non, peut venir. mais pas du tout. Ouais. Pas du tout. On a des très jeunes qui sont venus, qui voyaient le siège levé à fond, qui voyaient pile en dessus du poste de Bah, pilotage. mon filleul, d'ailleurs. Ouais. Ton filleul, filleul. tu vois, je pensais à lui. Ton filleul qui était juste émerveillé de pouvoir voler Ouais. sur cette machine. Mhm. Et puis, voilà, on a des gens comme l'épisode avec Christian. Voilà, vous invite aussi à le voir parce il sera très bien. Mhm. Ou voilà, on est ouvert à tous les âges. De Christian qui a un passé dans l'aviation, qui a des très bonnes connaissances en pilotage. Et puis, donc c'est ouvert à tout le monde. Et aussi des personnes qui n'ont jamais touché un avion de leur vie, Ouais. qui ont toujours été assis derrière, là Ouais. où on est. Mhm. Et puis, ça permet de pousser la porte et d'aller voir, Ouais. démystifier un peu. Voilà, déjà apprendre quelques bases. on va Ouais, dire. totalement, Ouais. bien sûr. Super, très bien. Et puis si on entre dans le vif du sujet, du coup, c'est quoi la vie de pilote? Ça ressemble à quoi une journée type d'un pilote d'après toi? Alors, la journée type d'un pilote, elle va déjà varier par rapport à son secteur d'activité. C'est-à-dire que la journée type d'un pilote qui fait du long courrier ne sera pas la même qu'un pilote qui fait du court moyen courrier. Ok. Donc, il y a deux choses déjà à séparer. Les deux grandes catégories, si on veut, court moyen et long courrier. Globalement, un pilote qui fait du court moyen courrier, lui, presque à tous les coups, il peut être à la maison le soir. Ok. Alors ça va d'accord. dépendre un peu de la Ouais. compagnie évidemment, hein, Ouais. mais voilà, moi j'ai des copains qui volent à Transavia. Alors en fonction des rotations qu'ils ont, ils font peut-être 2 ou 3 découchés dans la semaine. Mhm. Et puis à contrario, EasyJet en Suisse, eux, c'est quasiment tous les soirs à la maison. Ok. Ouais. Voilà. Donc ça varie aussi de l'employeur évidemment, mais c'est clair que le temps de présence à la maison est plus important sur du court moyen courrier qu'évidemment sur du long courrier. Moi j'ai accompagné, j'ai beaucoup de copains dans une grande compagnie aérienne française qui fait du très long courrier. Long courrier, le très long courrier n'existe pas, mais ils font des très longs vols. Ouais. Ouais. Ils sont assez réputés pour ça d'ailleurs. Et puis, c'est clair que là, le temps de présence, vie de famille, etc., il est beaucoup plus faible, Mhm. mais ça marche quand même. Ok. C'est-à-dire que il y a, voilà, l'entourage doit être OK avec ça. Mhm. C'est quelque chose qui fait partie des conditions, si on veut. Parce que c'est clair que si on prend une famille type, on ne peut plus dire famille type aujourd'hui, mais si on prend 2 enfants et 2 adultes, voilà, c'est la personne qui est en charge des enfants qui devra principalement s'en occuper sur du long courrier. Maintenant, ils ont aussi des temps de repos, ils sont aussi beaucoup plus à la maison qu'avant, parce que les temps d'escale sont plus courts qu'à l'époque. À l'époque, la grande époque de la Swissair, on avait fait une petite vidéo sur la Swissair aussi. À l'époque, ils faisaient 1 semaine d'escale. Ouais. Ils allaient à Rio, ils faisaient 1 semaine, ils rentraient. La grande époque. La grande époque. Ouais. Alors bon, là, vie de famille, c'est un peu mort parce qu'une semaine à chaque fois, c'est un peu D'accord. compliqué. Ouais. Bon, c'était aussi l'époque où ils avaient une vie familiale à peu près dans chaque destination. Hein, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les escales, c'est max 24 heures pour la plupart du temps. Ouais. Hein, donc, c'est le temps d'arriver là-bas, dormir à l'hôtel, se reposer un petit peu, manger et remonter dans l'avion le lendemain. Hein. Ouais. Donc, globalement, c'est ça. Hein. Donc, c'est quasiment. Il y a même du 12 heures.
Moi, j'ai fait un Paris Pointe-à-Pitre. C'était 12 heures. Donc voilà, c'est hyper condensé. Hein. Donc après, ils ont leur temps de repos à la maison, donc ils repartent pas. Le long courrier, ils repartent jamais le lendemain. Hein. Donc ils ont quand même un peu de temps de repos après. Donc voilà, ça peut se faire. C'est pas impossible pour du long courrier, mais ça demande aussi une adaptation au niveau familial. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et puis, une fois que tu es pilote, tu peux tout piloter ou est-ce que tu as des... Ça, c'est le rêve de tous les pilotes de pouvoir tout piloter, évidemment. Moi, je rêverais d'avoir la main sur toutes les machines possibles et imaginables dans ma vie. Alors, les pilotes sont engagés par une compagnie et ensuite, ils sont formés par le type d'avion qu'ils emploient. D'accord, ouais. Et puis ensuite, ça va aussi de nouveau se splitter. C'est-à-dire que les grandes compagnies aériennes, ils ont un secteur court-moyen, mais ils ont aussi un secteur long-courrier. Donc ça dépend après où, dans quel secteur on tombe. Et puis ensuite, si on prend l'exemple de Transavia, de nouveau, eux, ils font que du court-moyen-courrier, mais ils ont deux types de machines. Ils ont des A320 et ils ont des 737-800 NG, comme on a ici le simulateur d'ailleurs. Okay, ouais. Et puis eux, ils ont une seule qualif. Ça veut dire qu'ils ont soit la qualif Airbus pour la 320, mais la qualif Airbus, ça donne la famille Airbus, donc c'est du 18 au 21. Hein, donc ça veut dire que là, après, il y a des petites qualifs à faire en plus, mais globalement, on peut piloter une grande gamme d'avions. Donc chez Boeing, c'est un peu plus restrictif. Mais voilà, eux, c'est un type ou un type, et généralement dans les grandes compagnies aériennes, si on prend Air France par exemple, ça va être peut-être 2 ou 3 types de machines max. Ok, ouais. Et ces qualifs-là se repassent tous les 6 mois. Donc ils ont tous les 6 mois. Ouais, ils ont beaucoup de pain sur la plage. Donc le truc, c'est que si on a énormément de qualifs aussi, c'est pas jouable. C'est compliqué pour les pilotes parce qu'ils passeraient leur temps à repasser leurs qualifs. C'est pas le but non plus, autant pour les pilotes que pour la compagnie, hein, d'ailleurs. Donc on peut pas. Mais ce serait bien. Voilà. Ok, et d'après toi, c'est quoi les compétences essentielles pour devenir pilote? Les compétences essentielles pour devenir pilote, il y a autant de pilotes que de compétences qu'on peut avoir. Hein. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, c'est clair qu'il faut avoir un attrait pour la technique, évidemment, hein, parce qu'on est quand même dans une machine ultra complexe. C'est quand même mieux de pouvoir savoir comment ça fonctionne un minimum. C'est mieux. D'ailleurs, c'est une des conditions. Hein, pendant la formation d'un pilote, il y a une grande partie où c'est aussi de la technique par rapport à ça. Donc, il y a la première partie. Il faut aimer apprendre, hein, ça, de manière générale plutôt. Il faut être quelqu'un de très curieux qui s'intéresse à énormément de choses. Parce que l'aviation, ça ne touche pas que la technique et le pilotage. Donc, le pilotage, dans la formation d'un pilote de ligne, c'est une partie qui est très faible au final. Hein. C'est tout le reste qui prend beaucoup de place. Il faut aimer la météorologie à minima, il faut en tout cas s'y intéresser un petit peu. Et tout ce qui englobe, c'est-à-dire le voyage, les cultures, se déplacer. Il faut être très flexible aussi dans sa façon d'être en général. Parce qu'on peut être appelé, il y a des temps de pause, il y a des temps de présence à l'aéroport. C'est l'équipage de garde, hein, on appelle ça, l'équipage de réserve. Donc voilà, il faut être très flexible. Et dans la vie de tous les jours. Et si dans la vie de tous les jours, on ne supporte pas l'imprévu, c'est déjà pas forcément un bon point. Oui. Donc globalement, il faut être curieux, il faut aimer apprendre. Et puis un peu de flexibilité quand même. Ok. Je pense que c'est un peu ça les 3 bases. Les 3 bases de compétences. Okay, super, merci beaucoup. Et puis, est-ce que tu as déjà entendu des pilotes ou peut-être des anecdotes de choses extrêmes qui se sont passées en vol ou des choses difficiles ou des moments peut-être pas très sympas? Alors j'ai la chance de pouvoir côtoyer beaucoup de professionnels dans le domaine de l'aviation. Alors oui, des anecdotes, j'en entends énormément. Alors j'ai aussi beaucoup d'anecdotes de PNT, mais j'ai aussi des anecdotes de PNC. Donc le personnel navigant commercial, donc les hôtesses, les stewards, qu'on salue, parce qu'ils ont, je trouve, un travail exceptionnel et qui est largement sous-évalué d'ailleurs, hein, je profite. Mais bravo à vous parce que vous faites un boulot extraordinaire. Donc eux, ils ont surtout la délicate tâche
évidemment d'assurer la sécurité à bord, et c'est la première chose à faire. Et eux, ils sont confrontés directement à la clientèle. Ouais. Donc eux, des anecdotes, ils en ont à pas en voir le bout. Hein. Ça peut être des gens qui ont bu trop d'alcool, ça peut être des gens qui font des paniques à bord de la machine. Alors, on ne va pas citer où ça se passe et chez quelle compagnie, mais j'ai eu, j'y pense maintenant en fait, pendant qu'on discute, mais j'ai eu un feedback d'un PNC qui était sur un long courrier. Et puis là, il y a une personne qui a fait une crise d'angoisse, donc c'est un vol de 9 heures. Crise d'angoisse totale. Donc la personne n'était pas décelable avant. Et cette personne est complètement sortie de son état naturel en vol, s'est levé. Il voulait taper tout le monde. Proche de l'état d'ivresse un peu, quelque part. Et puis il est remonté l'avion, donc il est allé en direction du cockpit. Et puis là, il a essayé d'ouvrir toutes les portes qu'il trouvait. Donc, c'est-à-dire que autant les portes d'embarquement de la machine, alors, évidemment, les portes d'un avion ne peuvent pas être ouvertes en vol. Hein. D'accord, ouais. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. En vrai, c'est impossible. Je crois que alors, on corrigera si c'est faux. Mais j'avais entendu que là maintenant, les avions de ligne modernes aujourd'hui, avec la pressurisation de la machine, la force qu'il faudrait pour pouvoir ouvrir une porte, je crois que c'est de l'ordre de 11 tonnes. Ah ouais. Donc, bon, tu fais un peu de fitness, bien. Mais moi, je pourrais, mais toi, une personne normale, c'est compliqué. Personne lambda ne pourrait pas. On rigole, on espère. Maintenant, voilà, donc ça, on ne peut pas. Et puis, la porte du cockpit, quand elle est fermée, donc il n'y a aucun risque. Mais bien sûr que ça fait peur à tout le monde, c'est une expérience qui n'est pas agréable à vivre non plus. Ouais, tout à fait. La personne qui a fait la crise d'angoisse, en l'occurrence, c'est complètement éclaté les mains sur la porte du poste de pilotage, donc il y a du sang partout. Donc dans un avion, en plus de ça, quand on voit du sang, c'est beaucoup plus effrayant, entre guillemets, que de voir ailleurs, parce que ça, tout de suite, on pense à la catastrophe et ça peut donner un très mauvais sentiment. Donc voilà, il s'est éclaté les mains contre la porte du cockpit. Heureusement, il n'a bien sûr pas pu rentrer dans le poste de pilotage. Donc là, les PNC ont très bien travaillé à ce niveau-là, donc ils ont su le maîtriser au bout d'un moment. Et puis, bien sûr, le vol a dérouté. Et puis, ils ont été exposés pour régler ce problème au sol. Voilà. Donc, il y a des anecdotes comme ça qui sont assez... qui sont atypiques, mais en réalité, maintenant, plus le trafic aérien se démocratise, c'est statistique. Plus il y a de gens qui prennent l'avion, plus il y a de chances d'avoir des problèmes de ce genre-là. Mais mécaniquement, aujourd'hui, un avion, c'est un des engins les plus fiables du monde, quoi qu'en disent les médias, surtout en ce moment. Mais le problème aujourd'hui vient beaucoup plus de l'humain que de la machine. C'est vrai que ce qui est mécanique, enfin toutes les pannes techniques et mécaniques, c'est pas du tout le principal en fait sur les. Loin pas. Loin pas. C'est vraiment aujourd'hui la principale cause de défaillance dans l'aéronautique, c'est l'humain. C'est ça qu'il faut dire et c'est hyper rassurant quand même, quelque part. C'est vrai. Mais voilà, statistiquement, plus les gens volent, plus il y a des chances d'avoir des incidents. On ne va pas parler d'accident parce que ce n'est pas le cas, mais de l'incident PAX, on appelle ça, donc des passagers qui feraient un peu n'importe quoi à bord. D'ailleurs, les réseaux sociaux regorgent de vidéos où on voit des gens qui pètent des plombs dans des avions. Malheureusement, c'est un phénomène qui est en croissance. Et ça ira toujours de plus en plus. Voilà. C'est un peu ça la tendance actuelle de l'aérien. Ok. Et puis si on continue un peu dans la section anecdote, on va dire, c'est quoi les plus beaux endroits que tu as jamais survolés? Alors moi c'est l'Islande. Ok, l'Islande. Ouais. L'Islande, autant que ce soit un voyage perso ou vol en avion, moi l'Islande, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Donc c'était un vol où j'étais en passager, en PAX. Et puis c'était à bord, en plus d'une machine que j'affectionne énormément, c'est un Boeing 757, machine que je trouve qui a une ligne folle. Qui a des performances de vol qui sont juste exceptionnelles. Et puis, d'ailleurs, c'est un des seuls vols que j'ai fait sur ces machines-là.
Et puis les paysages étaient juste mais incroyables. C'était quelle heure, Berka? Alors c'était un vol de jour, Ok, ouais. mais c'était en plein hiver. On est allé en plein hiver en Islande. Et puis c'est vachement bon. On a vu le volcan Eyjafjallajökull là. Celui-là, ouais. Celui-là, ouais. Celui qui voilà. Et puis ouais, c'était vraiment. Je t'acclurai des photos si tu veux. Je crois que j'en ai. fond, Je ouais. crois que j'en ai 2-3. Je te garantis pas, mais je crois que j'en ai encore 2-3. Ce serait top. Donc ouais, ça c'est un survol qui était incroyable. En plus de ça, alors là je m'adresse aux connaisseurs du 757. Moi j'ai volé avec la compagnie Icelandair, qui est la compagnie locale. Et puis ils ont un partenariat avec National Geographic. Ouais. Et ils ont des livrets d'avions, donc des peintures d'avions qui sont exceptionnelles. Et le mien, c'était une livrée National Geographic avec tout le long de l'avion des aurores boréales. Il était noir, avec tous des aurores boréales sur le côté. Incroyable. Puis le grand logo National Geographic sur la dérive. Il faut qu'on trouve ça. Il est Faut qu'on canon. partage ça, ouais. Ouais, je vais t'envoyer je vais te trouver des photos sur le net parce que fond. j'ai pas des photos de l'avion même, Ouais, mais je te trouverai. super. Et puis vraiment une machine. Déjà que j'adorais cette machine-là, donc en plus avec cette livrée, ça a rajouté un petit truc. Et j'étais très surpris du taux de montée de la machine qui est incroyable. Les pilotes adorent parce que c'est surmotorisé. Le son des moteurs du 757 est particulier aussi. Et puis tout ça, ça a fait que le voyage aussi a été incroyable. Et l'Islande, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais l'Islande, moi j'ai énormément voyagé dans ma vie. Mais l'Islande, c'est vraiment des plus beaux pays que j'ai vus. En hiver, c'était incroyable. C'est des paysages à couper le souffle. D'ailleurs, il y a énormément de séries et de films qui sont tournés là-bas. Et puis, vraiment, c'est un voyage qui m'a profondément marqué. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ah, super. Très bien. D'ailleurs, j'ai pris une des amendes les plus chères de ma vie en voiture là-bas. Parce qu'en fait, ils ont des lignes droites. Elles font 50 km de long. Et puis, c'est limité, je sais plus. Je crois que c'est du 80, un truc comme ça. Et puis, j'avais un peu le pied lourd. C'est une Skoda Octavia d'ailleurs. Et puis, On s'en rappelle encore. On s'en rappelle encore. Et puis voilà, je me suis fait embarquer par la police locale. Mais non. Ouais. Et ça t'a coûté combien? On le dira en off. Joker. Joker. Mais on va dire que mon budget vacances était sérieusement amputé. Voilà. Heureusement, c'est arrivé sur la fin. Je ne sais plus, c'était Ça va. Je crois que c'était l'avant-dernier jour ou quelque chose comme ça. Mais enfin, voilà. Donc, on salue tous les policiers islandais. Ouais. Qui me reconnaîtront. Donc voilà, petit aparté sympa. Ok. Et si tu devais choisir soit le décollage, soit la croisière, soit l'atterrissage, ce serait quoi le meilleur moment pour toi? C'est une question qui est ultra difficile parce qu'en vrai, quand on aime l'aviation comme moi, puis qu'on est proche de l'aviation comme moi, tout est génial. Hein. Mais je trouve que l'atterrissage, alors autant j'adore le décollage parce que c'est puissant, parce qu'on a tout ce qu'il faut, on entend les moteurs, c'est un très beau moment. Mais l'atterrissage pour moi a quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment qui défie toutes les probabilités, je trouve, de pouvoir... et si on prend un peu de distance par rapport à tout ça, si on sort un peu de l'avion, qu'on va plus loin, c'est un moment où on rentre en contact avec la planète. Hein, c'est un moment où on aponte sur la planète quelque part. Donc c'est un moment qui est génial, c'est un moment de grande précision, beaucoup plus que le décollage, surtout par des météos dégradés, des choses comme ça. Bon, maintenant on a l'ILS catégorie 3, hein, ça aide beaucoup pour aider à se poser par n'importe quelle météo, hein, ça c'est génial. Mais l'atterrissage pour moi a quelque chose de fascinant. J'adore aller voir les avions qui atterrissent sur n'importe quel aéroport, hein, d'ailleurs. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. Après, bon, l'atterrissage, c'est aussi le retour à la maison, c'est aussi le du côté un peu moins fun, mais voilà. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Dès que l'avion a touché les roues, on attend il debout. pense que... D'ailleurs, tiens, je fais un petite parenthèse. Messieurs, dames, je vous regarde dans les yeux. Quand vous êtes dans un avion comme celui-là, ou un autre d'ailleurs, ne vous levez pas bêtement à attendre qu'on ouvre les portes en fait. Hein, parce que, en vrai, ça sert à rien. On ne peut pas traverser la porte. C'est un fait. Donc restez assis
préparez vos petites affaires qui traînent à gauche, à droite. Quand c'est votre moment de vous lever, vous ouvrez votre coffre à bagages, prenez votre truc, vous levez, vous partez. Mais ça ne sert à rien d'encombrer les allées pensant que les portes sont fermées. Et en plus de ça, la plupart du temps, les gens se lèvent alors que les consignes de ceinture sont encore pas éteintes. Et là, c'est un vrai problème pour l'équipage aussi. Donc respectez ce moment-là et vous verrez, ce sera beaucoup plus détendu que, que de se lever inutilement. Merci pour ce partage. Je vous remercie d'avance. Et tous les personnels navigants aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais je suis sûr que vous ne le faites pas parce que vous êtes discipliné, passionné et tout ça. Voilà. Ok, et puis si tu avais la possibilité de piloter n'importe quel appareil, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Alors, moi, dans le civil, ce serait la 350. Parce que je trouve que cet avion pour moi, il englobe tout ce que j'aime sur un avion. Il a une ligne de fou. Il a des points communs avec le 757 au niveau de la motorisation. C'est surmotorisé. On a quelque chose d'hyper performant aujourd'hui. C'est un avion qui est en matériaux composites, ce qui commence à se démocratiser aujourd'hui. Donc on a quand même une façon de voler qui est différente d'un avion qui est 100% en aluminium ou acier. Donc c'est quelque chose d'une construction standard. Donc voilà. Il est d'un silence absolu. C'est dingue, ça glisse dans l'air. Moi, je suis très proche de... J'aime beaucoup les Airbus. C'est un peu ma philosophie d'avion. Mais après, voilà, moi, j'ai aussi... dans le militaire moderne, ce serait la 400M de chez Airbus aussi. Donc, c'est un avion de transport. Et puis, sinon, oui, j'aime les avions un peu rustiques. J'aime les avions qui puent l'huile. J'aime les avions qui fument au décollage. Je suis comme ça, je suis désolé. Et puis toute la série des MiG, les MiG soviétiques, MiG-17, tout ça, c'est un truc, surtout les dernières versions là, c'est les années 60. C'est des avions qui sont juste incroyables. Il n'y avait pas une anecdote sympa avec une caisse à outils? Ça me rappelle quelque chose? Si, alors c'est des avions qui étaient faits par les soviétiques à l'époque. Et puis une des conditions de construction de cette machine-là, parce que c'était des avions qui pouvaient se poser à peu près partout. Les infrastructures soviétiques à l'époque étaient peu développées puis dans un état catastrophique dès le départ. Ça n'a jamais été neuf. Non, vraiment, comme leurs avions. Comme leurs avions, c'est construit d'occasion. Tu vois, c'est un peu. Voilà. Et puis, une des conditions, c'était qu'elle puisse être. C'est un avion qui puisse être maintenu par une caisse à outils standard d'un pays. Parce qu'à l'époque, les paysans étaient. Ils faisaient partie. Ils étaient tous équipés la même chose pendant les grandes époques soviétiques, etc. Donc la trousse à outils ou la caisse à outils d'un paysan standard devait pouvoir servir à maintenir un MiG. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Donc c'est des avions qui ont été... moi, c'est des avions qui me plaisent, si tu veux, parce qu'ils sont rustiques. Ils ont toujours été rustiques. C'est des avions, justement, qu'on peut maintenir facilement. C'est des avions... j'aime pas... On peut plus trop aujourd'hui, mais c'est des avions de bonhomme, quoi. C'est des avions... viril. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, Tu comprends? C'est pas la question de ça, mais c'est des avions de... Ils ont une âme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas pote avec lui, il va tout de suite te le faire savoir. Tu comprends? Toute cette génération des vieux MiG comme ça, moi j'aime énormément. J'ai eu l'occasion d'en voir un ou deux dans des meetings. Ça fait un bruit à te faire péter les tympans. Dans la même lignée, le F4 Phantom. Le F4 Phantom, c'est un avion américain, cette fois-ci, qui a été construit sous licence par plusieurs autres pays. Mais c'est les mêmes gènes, si tu veux. C'est des avions qu'on peut suivre à la trace littéralement. Parce que la trace de fumée derrière, c'est 17 km de long. Donc les intercepteurs, à part ça, avaient beaucoup de facilité à les retrouver. Parce que, surtout les vieux MiG,
parce que ça, on pouvait les suivre à des kilomètres. Donc voilà, je pourrais t'en parler des heures, mais j'aime beaucoup cette période de l'aviation, et autant dans le civil. Hein. Ouais. Les Airbus A300, ce genre de choses-là, les 707 de chez Boeing, tous ces vieux avions des années 50-60. C'est des avions qui me parlent beaucoup, typiquement MD-11, DC-10, MD-80. C'est des avions qui me plaisent beaucoup. Mm. Je trouve que l'aviation d'aujourd'hui a beaucoup perdu de son charme Ouais. par rapport à l'époque. C'est ce que j'allais te demander, c'est quoi l'opposé d'un avion viril pour toi? Attention, il y en a qui vont se désabonner. L'opposé d'un avion viril. Oh putain, tu me mets une colle là. J'ai pas envie de froisser quelqu'un. moi. Non, l'opposé d'un avion viril, c'est un avion trop facile à piloter. Ouais. C'est un avion trop propre, entre guillemets. Non mais attendez, hein. M'en voulez pas. Ouais, c'est un avion trop facile, Ouais. trop avenant, trop simple, trop évident, trop... Voilà, c'est un peu... J'ai le WT9, voilà, c'est pas un avion viril, le WT9. C'est un avion, c'est un petit avion d'aéroclub Ok. qui est fait en plastique, Ok. Ouais. avec un moteur qui fait 100 chevaux, truc... voilà. C'est un très bon avion pour apprendre. Ouais. Je ne dis pas le contraire, attention, hein, attention, tous les aéroclubs du monde Mm. vont me détester, parce que là aujourd'hui c'est un avion qui est très répandu, c'est un moteur Rotax, c'est des moteurs pas chers à entretenir. Ça coche toutes les cases pour un aéroclub, Ouais, ouais, ouais. qu'on soit d'accord. C'est pas celui dont tu rêves, quoi. Mais je m'en relève pas la nuit. Voilà, tu t'en rêves pas là. Voilà, on va dire ça Ouais. comme ça. Mais après, pour apprendre aujourd'hui, c'est le WT9, c'est le nouveau Cessna 152. Ça veut dire que le WT9, c'est léger, facile à entretenir. Ça rouille pas parce que c'est que c'est de la fibre de verre, hein, un truc comme ça. Ouais. C'est des moteurs Rotax, donc très facile à entretenir, ça consomme peu. L'heure de vol est très bas. Justement, Ouais, hein, ouais. on arrive à, je sais pas, en Suisse, t'es à la louche, t'es à 100 balles l'heure de vol avec un instructeur, quoi. C'est un truc, c'est à peu près comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est très bien. Maintenant, moi, j'aime pas, ça m'attire pas. Voilà. Ok. Ok. Et Ouais. puis, si on termine sur une anecdote, quand on devient pilote, j'ai entendu dire qu'il y avait un rite de passage, quelque chose de... Ouais, alors quand tu réussis ton ATPL, Ouais. donc ta licence de pilote de ligne, tu te prends un seau d'eau sur la tête. Voilà. Ça se fait. Au décollage ou à l'atterrissage? Non, au sol. Au sol, pas dans la cabine. Le jour où tu réussis ta licence ATPL, alors je vais parler comme un vieux, mais à mon époque, c'était une pratique qui était répandue. Ben, j'ai 34 ans. Hein. Mais voilà, ça se fait beaucoup en Amérique du Nord Ok. et au Canada. En Europe, je ne sais pas si ça se fait beaucoup, mais voilà, c'est une des pratiques. Voilà. Et pour la retraite, il y a aussi des rites. Ah, Le rite, c'est le water salute. Donc, on met 2 camions de pompiers de part et d'autre d'un taxiway, donc à gauche et à droite. Et puis, on envoie, parce que c'est des camions de pompiers, pour le coup, virils. Hein. ouais. Voilà. Et puis ces camions de pompiers ont une puissance pour propulser l'eau qui est démentielle. Hein. Et puis, ils font une arche Ok. avec l'eau. Peut-être qu'on pourra mettre une photo. Ouais. Et puis, l'avion passe dessous. Incroyable. Voilà. Ouais. Donc, un énorme avion de ligne qui passe sous Ah, c'est fou. un arche d'eau. Et puis ça, c'est pour les pilotes qui partent en retraite. Voilà. Et t'as pu voir ça déjà? Ouais, moi j'en ai vu. Ouais, Incroyable. moi j'en ai vu. J'ai même accompagné un pilote qui part en retraite Wow. où on a eu droit au water salute. En Suisse, c'était? Ouais, en Suisse c'était à Genève. Ah, super. Donc voilà, c'est une Ouais. pratique qui se fait aussi, qui est assez usuelle. Quand il y a un départ en retraite, on fait un petit arche d'eau comme ça. Super, très bien. Donc voilà. Ben voilà, là on a sélectionné une première partie des questions. Bien sûr, il y en a encore plein d'autres. N'hésitez pas, si jamais entre-temps vous tombez dessus, mettez les questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre dans une autre prochaine vidéo, si tu veux toujours. Ouais, non, mais moi C'était toujours ça partant. me plaît beaucoup. Après, mettez aussi dans les commentaires si le format vous plaît. Ouais. Voilà.
Parce que là, c'est une première, moi je jamais de ce côté-là. Mais si ça vous plaît, alors on pourra aussi proposer éventuellement des thématiques. Tout à fait, ouais. Hein, moi j'ai une passion de l'aviation qui est débordante. Donc si vous voulez parler de sujets précis sur un type de machine, sur certaines choses, sur le simu, sur ce que vous voulez, proposez-le, puis peut-être qu'on fera un petit épisode de 20-25 minutes sur le sujet. Ça, c'est possible aussi. Et puis, voilà, si vous voulez passer en interview, ça se fait à Delémont en Suisse, dans le Jura suisse, proche de Besançon. Non, pas Besançon, plutôt de Mulhouse, on va dire. Et puis, venez ici, prenez ma place. Et puis, on a le plaisir de vous accueillir ici, puis de vous proposer une petite séance de simu si vous le voulez. Donc voilà, en tout cas, tu le fais très bien. Merci. Ouais, Mais toi aussi. Merci. Écoute, ça fait plaisir. Donc tu le fais très bien. Donc, continue comme ça, mon petit Julien. Tu as de l'avenir devant toi. Et puis voilà, en tout cas, moi, j'ai apprécié. Ouais, super. C'était chouette. Un grand merci pour ce partage. C'est toujours intéressant de discuter avec toi. Ma modeste expérience dans l'aviation. Disons ça. Ouais. Disons cela. Et puis voilà, donc venez nombreux, Voilà. abonnez-vous, ça nous Merci fait. d'avoir regardé. Ouais, ça Likez la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous parce que ça, petit geste gratuit pour vous, mais pour nous, ça nous aide énormément. On va relancer un peu toute cette chaîne, mais on a aussi eu des disponibilités, toi et moi, qui font que, ma foi, on n'a pas toujours le temps de faire ça comme ça. C'est vrai On rappelle que. Je pense qu'on va dire la même chose, mais qu'on bosse les deux à 100%. Voilà, et puis c'est une chaîne amateur, hein, Voilà. donc on n'est pas exclusivement dédié à cette chaîne-là. Mais en tout cas, vos likes, vos partages, vos soutiens, nous, ça nous aide beaucoup, ça nous touche beaucoup aussi. Et puis, on espère qu'on puisse devenir une des grandes chaînes aéronautiques en français. Ce sera grâce à vous, en tout cas. Ce sera grâce à vous. Et puis voilà, merci. Super, merci. Je voulais dire couper, mais il n'y a personne derrière les caméras. Non, il est plus là. Du coup, on va le faire nous-mêmes. Coupé. Voilà, on coupe.